titres au cours de ce journal, mesdames et messieurs, nous parlerons des agents du ministère des Eaux et Forêts qui observent un mouvement d'humeur. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal avec Floris Maparou qui vous présentera certaines images. En début de ce journal, nous parlons des agents du ministère des Eaux et Forêts qui observent un mouvement d'humeur. Ces derniers s'insurgent contre le non-respect du cahier de charges déposé sur la table de la tutelle. Précision ici, dans ce reportage, les images sont de Floris Maparou. Assis au seuil du ministère des Eaux et Forêts, certains avec des mégaphones et des sifflets, d'autres se tournant des pouces en frappant des meubles. Tout ceci pour montrer leur désaccord dû au non-respect du cahier de charges par la tutelle. Les agents du ministère des Eaux et Forêts habillés en rouge s'expriment en donnant les causes de leur mouvement d'humeur. Alors cette couleur est un dress code que nous avons choisi. C'est pour justement manifester notre mécontentement face à la tutelle qui effectivement, on l'a observé, a violé le protocole d'accord qui a été signé en septembre dernier. À l'observation donc de la violation du protocole, parce que un certain nombre de points ont été retenus, pour la satisfaction de nos revendications. Malheureusement, 5 mois après, nous avons observé un manque de réalisme de la tutelle. Et c'est ce qui nous a amenés à reprendre la grève que nous avions suspendue en septembre. Le président du SINAPEF a tenu à rappeler les différentes revendications. Le 2 septembre, nous avons convenu que demander à la tutelle de nous payer nos arriérés. Nos arriérés de fonds communs, comme on l'appelait dans le temps. Parce qu'il faut préciser que c'est la principale revendication que nous avions. Et la tutelle a voulu se pencher là-dessus pour essayer de trouver des solutions. Donc, je veux préciser ici par la même occasion que depuis 2014, le gouvernement nous a supprimé la prime. Supprimé, je dis bien supprimé, parce qu'elle n'a pas été reconduite jusqu'à aujourd'hui. Et l'échelle de décision avait convenu que la prime n'était pas confondue à la PIP. Et donc on ne comprenait pas pourquoi elle avait été supprimée. Donc c'est la principale revendication. À côté de ça, nous avons beaucoup d'autres problèmes ici au sein du ministère. Et nous voulions que nous nous asseyions pour trouver des solutions à ces problèmes, notamment la question de la corruption qui mine le secteur. Vivement que les deux parties reviennent sur la table des négociations pour sauver l'essentiel, car le linge sale se lave en famille. Voilà, nous écoutons juste après la déclaration du président du SINAPEF au cours de cette grève dans l'enceinte du ministère des Eaux et Forêts. Nous l'écoutons sur les images de Floris Maparou. C'est à la reprise de la grève le 17 février que le ministre a daigné recevoir les partenaires sociaux. À cette rencontre voulue pleine d'espoir s'est achevée sur un échec cuisant en ce que le ministre, dans l'incapacité de donner une suite concrète aux attentes, sans lever la séance, a claqué la porte de la salle de réunion en présence du secrétaire général du ministère et son adjoint. Par conséquent, considérant la non-satisfaction jusqu'à ce jour des revendications des agents et l'inconsistance notoire de l'autorité de tutelle, les deux partenaires sociaux, que sont le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, SINAPEF, et le syndicat national des gestionnaires de ressources naturelles, SINAGREN, appellent solennellement et directement à l'arbitrage des plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'absence d'eau potable au quartier Milonsi-Nzarion dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ces derniers qui d'ailleurs s'approvisionnent dans les puits souhaitent être alimentés. C'est ce que nous précise d'ailleurs le reportage de Désiré Billet Ningon sur les images d'Ariel Nzaou. Les populations de Milonsi éprouvent des difficultés d'accès à l'eau potable. Pour espérer avoir une goutte d'eau potable, ces derniers sont obligés de parcourir des kilomètres.
Ici, on n'a pas d'eau depuis plusieurs années. Avant, effectivement, il y avait de l'eau, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, comment on fait pour avoir de l'eau? On est obligé de s'approvisionner avec des histoires de camions qui viennent avec les cubidis, là. Et quand ils ne viennent pas, ils venaient effectivement 2 fois par semaine. Mais maintenant, ils ne viennent plus. Donc, on s'approvisionne un peu partout, comme vous pouvez le constater. Si vous voyez un peu, vous voyez comment les bidons sont vides. On ne sait même pas comment on fait pour avoir cette eau, mais on est obligé de la prendre parce que, bon, on n'a pas le choix. On n'a pas de pompe publique, on n'a rien. Donc, les gens font comme ça, on en a marre. On en a marre, on ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes des Gabonais. Certains s'alimentent en eau de pluie. Une solution intermédiaire est risquée, sachant bien qu'elle peut être sujet de plusieurs microbes. On n'a pas le choix. Hein. Pas le choix, c'est les potables. On fait avec. On fait avec parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais vu que ça fait quasiment plus de 4 ans, donc nous sommes obligés de faire avec. On n'a pas vraiment le choix. Mais c'est les potables, il y a des gens qui la boivent, on est obligé de la chauffer, tout ce qui va avec, parce qu'on fait comment? Il y a des enfants à la maison, tout ce qui va avec, donc c'est assez compliqué. Heureusement que les autorités ont loué les camions citernes pour leur servir de l'eau potable. On a un problème d'eau, on est là, on galère. C'est la SCG qui pense à nous, ils viennent 2 fois par semaine. Là aujourd'hui, ils sont venus aujourd'hui, on puise de l'eau. On dit quand même merci pour l'État qui pense à nous, mais ce n'est pas suffisant, on veut plus que ça. Vivement que cette initiative se pérennise, car à l'instant où nous quittons les lieux et aux dernières nouvelles, ces citernes auraient disparu et réapparu après 2 semaines. Parlons toujours de ces mêmes riverains du quartier Milan-Nzarion dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville qui vivent un calvaire avec la route qui demeure dans un état piteux. Ces dernières interpellent les plus hautes autorités pour la réhabilitation de cette voie. Nous retrouvons Billet Ningon sur les images d'Ariel Nzaou. Depuis plusieurs années déjà, les populations de Milan-Si dans le 6e arrondissement de Libreville sont confrontés au problème de la route, une situation qui ne leur arrange pas. C'est assez difficile, comme vous le constatez certainement. On attend toujours des clandos qui ne viennent pas souvent au moment attendu parce que la route fait défaut. Vous avez dû remarquer en rentrant ici que c'était assez difficile pour arriver ici. Donc on a 200 francs du terminus ici, de Milan-Si jusqu'à Dragage. Donc c'est ça un peu le problème qu'on a. La route fait défaut. Cette situation dure depuis Kalakala. Les riverains de ce quartier souhaiteraient que cette route soit arrangée. Bon, on a pour ainsi dire toutes les difficultés du monde, hein, parce que comme vous le remarquez, ici à Milan-Si, la route est en piteux état. C'est un quartier qui n'a qu'une seule entrée, donc une sortie en voiture. Et l'état de la route rend le trafic ici impossible. Parce que du fait que la route soit dégradée quand il pleut, voilà, les clandomanes éprouvent la plus grande difficulté du monde à arriver ici. Ce qui fait que par moment, lorsque c'est mouillé, on est obligé, nous riverains, on est obligé de sortir à pied. Et les rares clandos qui arrivent à rentrer ici ne peuvent pas satisfaire la demande. Carrefour Dragage terminus Milan-Si nécessiterait un bitumage pour soulager les souffrances des populations. On parle aussi de l'interdiction de la vente de la friperie qui occasionne un conflit entre les agents municipaux et les commerçants qui les accusent d'abus d'autorité. Dans ce reportage de Gamal Luzé sur les images de Floris Mapango. Le non-respect de la mesure gouvernementale qui suspend la vente provisoire de la friperie au Gabon a entraîné un conflit ouvert entre les agents des services municipaux et les commerçants qui les accusent de débordement. Oui, il arrache les choses. Pitié. On ne sait pas qu'ils sont envoyés comme ça. La mairie, ce n'est pas le travail là qu'ils sont envoyés qu'il n'est qu'à faire. Il vient, même quelqu'un, il passe, il arrache les choses. Il faut que personne il va plier, supplier, plier, pardon, donne-moi. Il va arracher avec lui. Il prend l'argent avec lui. Mais quel argent que vous voulez rentrer les taxis, il n'y a pas. Ce n'est pas normal, c'est pas normal. Aujourd'hui, ils sont arrachés
Un vieux là, il pleure. Il a fait un genou, donne-moi, ils sont refusés. C'est moi-même qui a levé 2000, donné monsieur là, il est parti aller prendre des choses. Et c'est pas normal. Je partage leur douleur, quoi. C'est pas normal en fait. On n'en dit ce qu'on vient pas, il y a des mesures. Ils ont pris leurs mesures, mais nous aussi on a nos mesures qui sont censées respecter, qui n'ont pas été respectées. Parce que ces personnes-là, ces jeunes compatriotes là vivent de ça. Quand ils font ça, je ne sais pas ce qu'ils ont pris. Il y a des mesures d'accompagnement. Est-ce que les mesures ont été prises? Nous ne sommes pas contre. Il y a la maladie, il ne faut pas la propagation, il faut prendre des mesures. Nous ne sommes pas contre. Mais est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour ça, pour encourager ces jeunes-là, pour les motiver? Parce qu'il y a plein là, il y a plein qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui ont la famille, qui payent les maisons, qui se débrouillent. Mais quand il n'y a aucune mesure d'accompagnement, il n'y a rien. Et subitement comme ça, vous les demandez d'arrêter de vendre, d'arrêter de faire leur petit business. C'est pitoyable en fait, c'est malheureux. Un comportement qui risquerait d'alimenter la crise, d'où cet appel à la clémence des commerçants. Non, les chefs, il n'est qu'à regarder dedans, c'est pas bon. C'est pas normal. Ne fais pas quelqu'un mal, il faut pitié de quelqu'un. C'est pas le travail là, c'est pas bon, c'est pas normal. Si aujourd'hui l'on prive beaucoup de personnes à aller travailler, à aller avoir quelque chose, ils seront obligés d'aller dans le braquage, dans le vol, un peu ci par là. Il faudrait que le gouvernement trouve des méthodes à cela. C'est un peu ça. Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, nul n'est au-dessus de la loi. Mais dans la situation actuelle des choses, des mesures d'accompagnement pourraient s'avérer nécessaires pour le bien-être des commerçants. Car ventre affamé n'a point d'oreille. Nous ouvrons la page internationale pour parler de la répression militaire en Birmanie. Les manifestations se poursuivent après l'enterrement de la première victime par balle. Nous écoutons ce reportage. C'est dans le recueillement, portrait en tête de cortège de la jeune Mia, 20 ans, première victime de la répression militaire. Nouveau symbole de la résistance face à la junte, nouvelle icône de toute une génération. Nous nous sentons tellement mal pour ce qui lui est arrivé. La tristesse de sa mort est une chose, mais nous avons aussi le courage de continuer pour elle, pour sa mort. La jeune Mia participait le 9 février dernier à une manifestation violemment réprimée par les militaires lorsqu'elle a été atteinte d'une balle en pleine tête. Après 10 jours de soins intensifs, sa mort a été annoncée par sa famille hier. Son état s'est aggravé il y a quelques jours, et puis elle est décédée. Nous allons l'enterrer dimanche, c'est tout. Rejoignez les manifestations pour que ça marche, c'est tout ce que je veux dire. Depuis, son visage apparaît dans tous les rassemblements aux côtés de celui du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, écarté du pouvoir, arrêté et placé en résidence surveillée. Les manifestants réclament son retour, le départ de la junte, tout en pleurant la jeune Mia. On ne peut pas accepter la répression policière parce qu'elle est indisciplinée, au-delà des lois. Je suis vraiment désolé de voir que certains manifestants ont été attaqués, même s'ils ne sont pas de ma famille. Je pense que la balle qui a touché la tête de Mia a également touché nos têtes. Sa mort devient élément fédérateur dans ce mouvement de contestation qui ne cesse de prendre de l'ampleur, où plus aucune catégorie sociale ne semble épargnée par cette colère face à la junte. Et puis le grand retour des États-Unis en Europe, la décision a été prise par le président américain, que nous écoutons d'ailleurs dans ce reportage. Un mois tout juste après son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden l'affirme, l'Amérique est de retour dans la Cour des Nations. Premier grand discours de politique générale devant ses partenaires européens, le président américain assure qu'il est déterminé à regagner la confiance de l'Europe. Ses attaques vont à la Chine et ses abus économiques, mais aussi à la Russie. Poutine cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance de l'OTAN. Il veut saboter l'unité transatlantique et notre détermination parce qu'il est beaucoup plus facile pour le Kremlin d'intimider et de menacer des États seuls plutôt que de négocier avec une communauté transatlantique forte et unie. Mais le ton est tout de suite rassurant. Nous ne pouvons pas et ne devons pas revenir à cette opposition et au bloc figé de la guerre froide. La concurrence ne doit pas bloquer la coopération sur des questions qui nous concernent tous. Avec Joe Biden, les dirigeants du G7 se sont engagés à revenir au multilatéralisme tellement malmené sous Donald Trump, en commençant par une meilleure gestion de la pandémie de Covid. Il faut partager les vaccins avec les pays pauvres, déclare
concert. Les 7 puissances débloquent 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien COVAX, piloté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé que Washington vient de réintégrer. Le continent africain a 6,5 millions de soignants. Il faut 13 millions de doses de vaccins pour les protéger, permettre au système de soins de résister. Si nous, Européens, Américains, nous savons livrer le plus vite possible ces 13 millions de doses, ça vaut énormément. Ça vaut notre crédibilité. Ça représente 0,43% des doses que nous avons commandées. Il fut enfin question de la santé de la planète. Seuls 1 ou 2 pays respectent réellement ce qu'ils ont dit qu'ils feraient pour Paris. Nous devons faire preuve d'ambition, a déclaré l'envoyé américain John Kerry, alors que les États-Unis sont officiellement revenus vendredi à l'accord de Paris sur le climat. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette principale édition d'information du soir. Mais avant, je me fais le plaisir de vous rappeler le titre de ce journal. Nous avons parlé des agents du ministère des Eaux et Forêts qui ont observé un mouvement d'humeur ce matin dans l'enceinte du ministère des Eaux et Forêts. Les précisions ont été données dans ce reportage, suivi des images de Floris Mapangou. Merci à toute l'équipe de la rédaction de RTH. J'aurai le plaisir de vous retrouver, on va dire, demain à la même heure. S'il plaît à Dieu. Au revoir.